en effet médecin généraliste, médecin de terrain, et je crois que la vie est une question de rencontre. C'est ce qui nous fait évoluer. Et donc, de par des rencontres de patients, rencontres également de médecins, de soignants, et j'ai été amenée à m'occuper de façon un petit peu plus précise de pathologies douloureuses chroniques ou rebelles, ce qui n'est pas d'ailleurs l'ensemble de mon activité. Et le fait d'être confrontée à des patients qui souffraient de douleurs chroniques ou rebelles, qui sont des patients qui vont consulter longuement, consulter beaucoup aussi, pour essayer d'obtenir une réponse, m'a amené finalement à être confrontée aux violences sexuelles, puisque certains patients me l'ont rapporté de façon spontanée. J'ai appris ensuite à poser la question, et lorsqu'on pose des questions, on obtient des réponses. Nous avons une spécificité en France, dans notre système de sécurité sociale, c'est qu'il existe certaines pathologies qui sont considérées comme longues, comme contraignantes, comme coûteuses, et qui sont prises en charge au titre de l'ALD, c'est-à-dire l'affection longue durée. Ce sont des pathologies extrêmement diverses, qui peuvent englober des maladies métaboliques comme le diabète, des cancers, des maladies psychiatriques lourdes. Et ceci permet un accès aux soins, puisqu'il y a certains médicaments qui sont coûteux, certaines consultations, certains examens coûteux, et permet donc de traiter le plus équitablement, le plus largement possible, les patients qui en sont victimes. Ce recours à l'ALD permet donc de prendre en charge, de traiter, voire de guérir nos patients. Il me semble nécessaire d'avoir une ALD spécifique pour les violences sexuelles. Tout d'abord parce que ce cadre n'existe pas jusqu'à présent. Alors on pourrait dire qu'il y a l'ALD pour les troubles psychiatriques graves. C'est quelque chose de flou, ce qui ne permet pas donc d'obtenir un rapport et des statistiques qui seraient nécessaires pour savoir quelle est l'évolution et également la prévalence de cette pathologie. Ensuite, c'est ne prendre en compte que le retentissement psychiatrique, qui n'est qu'un des retentissements de cette pathologie. On sait également, et ça a été montré, que le retentissement des violences sexuelles est extrêmement lourd. Lourd sur le plan humain, lourd sur le plan financier également, puisque les pathologies vont nécessiter une prise en charge, puisque souvent les gens qui souffrent de douleurs, comme je l'ai dit, consultent de façon répétée, et que l'accès aux soins complets, on a évoqué la thérapie qui en France n'est pas prise en charge par la sécurité sociale, n'est donc pas égalitaire du tout. L'objectif de cette ALD 31 serait de permettre un accès aux soins à toutes les victimes de violences sexuelles, mais également aux auteurs qui ont été, pour certains d'entre eux, eux-mêmes des victimes. Également d'instaurer une prévention de ces violences. Et tout ceci pour aboutir, puisque nous sommes dans un pays cartésien et où l'économie a également, notamment l'économie de santé, une grande place, à de véritables économies par rapport aux prises en charge actuelles. Les violences, leur cadre est très différent, et ça va donc entraîner des prises en charge également très différentes. En tant que médecin, on intervient soit lors de l'annonce ou lors de la découverte d'une violence, qui peut être une violence immédiate, et dans ce cas-là, il y a une réponse juridique aussi immédiate, qui est celle des prélèvements, qui est celle des examens nécessaires. On peut être aussi mis au courant de quelque chose de chronique, avec des violences répétées, dont on a vu tout à l'heure d'ailleurs le surcoût. Et il peut s'agir d'une violence actuelle ou d'une violence passée. On peut être confronté aux victimes, mais également aux auteurs. Il nous arrive parfois de recueillir également, et Violaine en a fait part tout à l'heure, des confidences de certains auteurs. Il s'agit de violences qui peuvent avoir lieu dans un cadre extra-familial, mais aussi intrafamilial. Et en tant que médecin de famille, c'est quelque chose qui est particulièrement difficile à prendre en charge, puisqu'il s'agit de toute une économie familiale, en fait, qu'on prend en charge à ce moment-là. Et il peut s'agir de victimes enfants ou adultes. Alors, les mineurs victimes, les dernières affaires de ces dernières années ont mis en évidence, en effet, le nombre de violences et le nombre de violences sexuelles vis-à-vis des enfants. Les enfants, ils se construisent. Et donc, ça intervient à un moment où le retentissement sur la construction, sur la personnalité,
est majeur. Cette image, je trouve, illustre parfaitement toutes ces peurs enfantines. Le croque-mitaine, le grand lustucru. On ne sort pas indemne, bien entendu, de violence sexuelle, peut-être encore moins lorsqu'on est dans l'incapacité de réagir et qu'on est un enfant. Alors, je rappelle qu'en ce qui concerne les médecins, mais également le corps enseignant, nous avons une obligation de signalement des violences sexuelles, ce qui est déjà un premier pas vers la prise en charge. Encore faut-il avoir les interlocuteurs, mais c'est déjà quelque chose qui permet d'acter. Et c'est une obligation pour nous. C'est le seul cas d'ailleurs où nous sommes relevés du secret médical, qui sinon est absolu. La prise en charge actuelle, elle repose sur la thérapie, c'est-à-dire l'accompagnement de l'enfant, mais aussi de la famille, ce qui entraîne plusieurs difficultés. En effet, il faut qu'il y ait une adhésion familiale, à la fois pour la prise en charge de l'enfant, mais aussi pour la prise en charge de la famille. Et il y a parfois des enjeux. Il y a des enjeux parce qu'il y a d'autres enfants, il y a des enjeux parce qu'il y a un pouvoir familial, parce qu'il y a une peur, parce qu'il y a parfois d'autres violences ou d'autres menaces qui peuvent accompagner ces violences sexuelles. Et puis, actuellement, donc, il y a ces prises en charge en thérapie, mais par contre, le corps, qui pourtant est un corps qui a souffert et qui a été attaqué, le corps est le grand absent dans ce qu'on propose actuellement aux enfants. Et on se rend compte, et Violaine a beaucoup travaillé également sur ce sujet, de l'importance de permettre de récupérer un corps qui n'est pas simplement un corps souffrant et un corps victime, mais un corps qui peut être glorieux et exister normalement. Dans les cadres d'inceste, bien entendu, la difficulté est encore plus importante, puisqu'il s'agit souvent de secrets familiaux transmis avec une loi du silence. Et puis, il y a également des erreurs qui sont faites, comme je dirais, en toute bonne foi. Ah bon, on n'embrasse pas les enfants sur la bouche, mais pourtant, dans ma famille, on le fait. Ah bon, on ne donne pas le bain aux grands-enfants? Ah bon, les enfants peuvent fermer la porte de la salle de bain quand ils prennent leur douche? Mais tout ceci, ce sont des cadres tout bêtes, en fait, mais qui ne sont pas évoqués, en effet, ni à l'école, ni de façon générale dans notre société, alors que pourtant, ça fait partie des facteurs de protection qu'il faudrait mettre en place. Les majeurs victimes. Alors, en tant que médecin, on peut recevoir en effet des majeurs l'information qu'ils ont été soumis à des violences. Ça peut être une demande immédiate, ce qui est relativement rare, mais dans le cas d'une personne qui a été violée, qui demande immédiatement quelle est la conduite à tenir, ça peut être aussi quelque chose qui apparaît, et qui apparaît parfois après des années de suivi. J'ai, je pense, une anecdote d'une jeune femme que je suis depuis 2 ans et qui a une petite fille qui est née justement il y a 2 ans et qui me disait qu'elle voulait repartir en Afrique, qui est son pays d'origine, mais qu'elle attendait que toute la famille puisse partir avec elle, qu'elle voulait surtout pas y aller seule avec sa fille. Et quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a dit qu'elle avait été excisée, qu'elle avait bénéficié d'une réparation chirurgicale, d'une prise en charge lourde, mais que du coup, elle voulait protéger son enfant, donc de 2 ans, et c'est à ce moment-là que nous avons pu en parler pour la première fois, au bout de 2 ans de consultation régulière. L'obligation de signalement dont je parlais tout à l'heure concernant les mineurs n'existe pas pour les majeurs. Et donc, il est parfois difficile également d'amener les patients à accepter de faire cette démarche, surtout si elle ne devait pas aboutir, ce qui serait une violence supplémentaire. Là encore, le diagnostic peut arriver de façon aiguë, suite à une violence ou suite à la mémorisation, la conscientisation de cette violence. Il peut s'agir également de violences chroniques, qui sont généralement à ce moment-là des violences complexes, c'est-à-dire des violences sexuelles, mais aussi des violences physiques, des violences verbales, des violences psychologiques. Et c'est important d'explorer toutes ces couches de violence, tout ce qui a amené à cette vulnérabilité qui entraîne elle-même la répétition de ces actes de violence. Il faut donc aider la victime à définir les mécanismes d'emprise. Qui a autorité sur moi? Et pourquoi? Et pourquoi lui laissais-je cette autorité? Où est ma vulnérabilité? Mais aussi, quels sont mes facteurs de résilience? Pourquoi je suis encore là? Comment j'ai résisté? Quels sont mes facteurs de protection? L'aider à trouver les siens propres et lui en proposer également d'autres qui lui sont accessibles. Cet état des lieux des dégâts est très important parce que pour savoir où on va, il faut savoir d'où on part. Et ce sont donc des consultations, en effet, longues,
chronophages, comme on dit, mais qui sont nécessaires. Quels sont les dégâts physiques? Quelles sont les plaintes? Quelles sont les lésions? Quels sont les dégâts psychologiques? Quels sont les dégâts familiaux? A-t-on pu construire une famille? A-t-on pu avoir des enfants? A-t-on des peurs spécifiques concernant ces enfants? Et sur le plan professionnel également, beaucoup de victimes ont vu leur vie brisée. Une de nos intervenantes expliquait qu'elle était devenue une mauvaise élève à 8 ans. Ça veut dire également une éducation qui se brise à ce moment-là. Le protocole de réparation, c'est un protocole multidisciplinaire. On est touché dans toutes les dimensions de son être. On est touché physiquement, psychologiquement, émotionnellement, socio-professionnellement. Il est donc impossible qu'une seule personne puisse prendre en charge tout ceci. Il est donc nécessaire d'avoir une transversalité et de pouvoir travailler ensemble. Mais qui dit travailler ensemble, dit travailler avec des gens qui connaissent le sujet, qui sont capables de s'y intéresser, de prendre ce temps, qui sont formés pour. Les bonnes volontés, même si elles sont nécessaires, ne sont pas toujours suffisantes. Parlons un petit peu des auteurs également. Alice Miller, en 1985, avait sorti un livre qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque, qui s'appelait « C'est pour ton bien ». Et elle décrivait le fait que beaucoup d'adultes abuseurs, auteurs de violences sexuelles, étaient eux-mêmes d'anciennes victimes de violences sexuelles. Alors ça a jeté un petit peu un pavé dans la mare, et puis on a dit aussi que beaucoup de victimes n'étaient pas eux-mêmes ensuite des auteurs. C'est vrai, mais nier le fait qu'il y a beaucoup d'auteurs qui sont victimes, c'est passer à côté d'une prévention. Le fait de connaître son agresseur, c'est quelque chose peut-être d'autant plus douloureux pour la victime, puisque c'est une rupture de la confiance, une culpabilisation. Souvent, on est soumis à une emprise, puisque c'est quelqu'un qu'on connaît. Et lorsqu'il s'agit, en plus de quelqu'un de la famille, c'est quelque chose qui bouleverse ce qu'il y a de plus rassurant normalement, à savoir la famille. Et on se rend compte que du coup, le secret est souvent gardé avec répercussions sur les générations suivantes. Les mineurs auteurs, ça peut paraître ahurissant, mais c'est un fait, et c'est un fait en croissance. Alors, je ne vais pas rentrer dans ce sujet, puisque le docteur Gamet va l'aborder de façon beaucoup plus fouillée, mais ça existe. Et je dirais que c'est un argument supplémentaire pour se dire qu'on ne peut pas simplement diaboliser les auteurs, mais qu'une prise en charge est nécessaire. Les majeurs auteurs, donc comme je viens de le dire, eux-mêmes sont très souvent d'anciennes victimes, sinon de violences sexuelles, au moins de violences en général. Violences physiques, violences verbales, violences psychologiques. Il est donc nécessaire de mettre en place un protocole de soins des victimes, mais également un protocole de soins des auteurs. Alors qu'avons-nous actuellement comme protocole de soins? Il y a les protocoles médicamenteux. On parle de la castration chimique, par exemple. Mais les violences sexuelles ne sont pas une pathologie hormonale. On peut être plein de testostérone et ne jamais agresser qui que ce soit. Donc cette réponse n'est pas une réponse adaptée. Et on sait d'ailleurs que des auteurs de viols qui étaient castrés chimiquement ont continué à violer, en utilisant autre chose que leur sexe, mais ils ont continué à violer pour exercer leur pouvoir. Les psychotropes, et là encore, est-ce adapté? Doit-on traiter par antidépresseur ou par anxiolytique un auteur, même si il y a une dépression et une anxiété, c'est en tout cas quelque chose de totalement incomplet. Actuellement, ce qu'on propose sont les psychothérapies. Travailler sur ses limites, travailler sur sa violence, sur l'expression de cette violence, sur le moment où on passe à l'acte. Également savoir comment canaliser cette violence. Et puis traiter sa propre souffrance, parce que souvent, ce que nos patients décrivent comme de la colère ou de la violence, finalement, sont des peurs, et des peurs anciennes. Et enfin, comprendre d'où vient cette violence, d'où vient cette propension au passage à l'acte, de façon à traiter de la façon la plus globale, précise. Actuellement, donc, la prise en charge des auteurs repose principalement sur la psychiatrie. Mais on se heurte à de véritables problèmes dans cette prise en charge. Tout d'abord, on a une culture psychiatrique qui veut que le soin doit être demandé par le patient. Or, même si certains auteurs sont conscients du fait qu'ils nécessitent une prise en charge, ce n'est absolument pas le cas de tous.
Donc se réfugier derrière la demande du patient est quelque chose d'inadapté dans la prise en charge des auteurs. Le problème, en effet, qui a été évoqué par Charlotte concernant le secret médical, comme je vous l'avais dit, nous n'avons qu'un seul cas où nous sommes relevés du secret médical, c'est le signalement des violences sur personnes vulnérables. Il est très difficile pour un médecin d'accepter l'idée qu'il va devoir dire « oui, monsieur Untel est venu en consultation, oui, le travail qui a été fait a été efficace ». Donc ça, c'est un travail qu'il faut que nous mettions en place de façon à savoir comment nous pouvons à la fois protéger, en effet, ce qui doit l'être, mais en même temps donner une assurance du suivi de son efficacité. L'injonction de soins aux mineurs, et là encore, je me tourne vers Charlotte, n'est pas systématique, et puis surtout, à partir du moment où un mineur devient majeur, il n'y a plus de suivi de ces soins, y compris lorsqu'ils ont été décidés. Les structures de soins qui sont spécialisées sont rares, et malheureusement, en effet, avec un personnel qui est souvent de bonne volonté, mais pas toujours bien formé. Et puis, il existe également une absence de structures de prévention. En effet, quelle réponse peut-on apporter actuellement à quelqu'un qui nous dit « je sens que je vais passer à l'acte ». Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore abordé. Ou quelqu'un qui nous dit « je sens qu'il peut se passer quelque chose, que je suis en danger, mais il ne s'est rien passé ». Donc il y a également tout un travail de prévention à mettre en place. Qui dit protocole de soins, qui dit demande d'ALD, dit évaluation. C'est normal. La médecine est un art, mais également une science. Et donc, cette évaluation est nécessaire, d'une part, pour évaluer la prévalence, mais également pour vérifier l'efficacité du suivi qui est mis en place. Le problème, c'est que cette évaluation est difficile. Jean-Louis Thomas l'a évoqué, malgré plusieurs études, sont souvent des études incomplètes, avec des paramètres qui peuvent différer énormément. Un recueil d'informations qui est difficile, puisque l'aveu est difficile, des discordances entre les différentes personnes qui ont recueilli les informations, que ce soit les médecins, que ce soit la police, que ce soit les juges. Tout ceci va nécessiter la mise en place de moyens d'évaluation consensuels et nouveaux. Et je salue par la présente le travail du groupe de thérapeutes de SVS qui a travaillé pour mettre en place une échelle SVS des violences sexuelles, puisque jusqu'à présent, les échelles utilisées sont des échelles de qualité de vie, sont des échelles de retentissement, mais qui ne sont pas spécifiques des violences sexuelles. Il y a également une mauvaise évaluation de la dangerosité, puisqu'on ne connaît pas encore parfaitement les mécanismes qui vont pousser quelqu'un à devenir auteur de violences sexuelles, même si on sait quels sont les facteurs favorisants. Lié au fait qu'on a peu de moyens de surveillance actuellement, et au fait qu'on a un flou lié à la requalification de nombreux viols en agression, ce qui ne permet pas d'avoir une vision vraiment claire du nombre, de la gravité de ces agressions. Là encore, beaucoup de victimes de viols acceptent cette requalification parce que c'est quelque chose qui va leur permettre d'avoir un suivi juridique moins traumatisant, moins long, ne pas être confrontés à un jury, et que pour eux qui ont fait cet effort de parler, il est important de pouvoir, d'une part, être entendu, mais d'en sortir aussi rapidement. Alors je disais tout à l'heure, la vie c'est une question de rencontre. Et je pense qu'aujourd'hui, on assiste à une rencontre entre des victimes envers des acteurs extrêmement différents d'un système qu'il nous appartient, et c'est notre devoir, de rendre efficace. Merci.